Ma première rencontre avec la mort en archéologie, moi finalement, elle n'est pas arrivée par le biais d'une fouille en archéologie funéraire, elle est arrivée par le biais d'une fouille sur un site d'habitat médiéval. J'étais en licence à l'époque, en Auvergne, et je fouillais sur un chantier programmé. Et du coup, on fouillait une motte castrale, et puis donc dans la basse-cour de la motte castrale, à un moment donné, ont été découverts des ossements humains. Par chance, il y avait une collègue, qui est aujourd'hui une collègue, mais qui à l'époque était une étudiante, qui était formée en archéologie funéraire et du coup qui a décidé de nous initier un petit peu à la discipline, puisqu'à l'époque ça se passait quand même encore pas mal comme ça, vu qu'on était dans un... C'était les balbutiements quand même un peu à la fin des années 90, on n'était pas encore trop nombreux à être formés. Donc moi c'est parti comme ça a été ma première expérience sur des os humains, et puis après je me suis dit, ah tiens, c'est un matériau qui me plaît, qui me parle, parce qu'il renvoie au domaine des croyances, des conceptions sociétales, etc. Et du coup, c'est comme ça que tout est parti. Et alors, monsieur Boursier, quelle est ton expérience en tant que médecin légiste vis-à-vis des restes humains ou du corps vivant, parce que c'est peut-être comme ça que ça s'est passé. Le médecin légiste, c'est un médecin avant tout. Il devient légiste un petit peu plus loin dans ses études et dans sa carrière. Et donc, en fait, le corps mort, c'est du corps d'un patient, généralement. C'est quelqu'un qu'on a soigné, puis à un moment, il décède, prévu ou non prévu. Et moi, quand j'étais jeune étudiant, j'avais une appréhension du moment où j'allais voir mon premier corps mort. J'avais peur de faire un malaise. Et en fait, quand je l'ai vu, c'est un patient que je connaissais, que j'ai fait partie du constat de décès avec mon collègue senior. Et en fait, je n'osais pas le regarder. On passait de quelque chose qui était vraiment un individu avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai échangé, qui m'a raconté un certain nombre de choses de sa vie. Et tout d'un coup, on était face à un corps qui était inerte. Et tu as fait un malaise? Très impressionnant. Je n'ai pas fait de malaise. Voilà. Et puis ensuite se passe quelque chose dans l'évolution des études. Il y a une certaine prise de distance entre le corps et l'individu qu'il était. Et il faut faire attention, on a besoin de faire attention quand on est médecin à un moment à cette prise de distance, parce qu'on peut tomber assez facilement dans une inhumanité. Les os, à côté de ça, représente quelque chose qui, alors pour le coup, est retiré de toute humanité. Et je me souviens à la fac, il y avait un squelette, et c'était des os humains, et c'était rare encore à l'époque. Et chaque os était accroché par une petite chaîne et pendé sur une penderie. Et c'était comme ça, dans une salle où tout le monde pouvait venir rentrer, travailler. Donc il y avait quelque chose, c'était vraiment devenu un objet. Et il y a une vraie différenciation, je pense, pour le médecin entre le corps avec la chair encore présent et l'objet osseux qui reste. Et d'ailleurs, quand j'en parle, j'emploie le mot objet. C'est assez amusant parce que finalement, ma première relation avec le corps mort, c'était aussi en études de médecine, la première année, première dissection. Et là, on n'a que des moitiés en fait, d'individus, alors avec de la chair. Et le médecin qui nous faisait les cours commence à promener les doigts, enfin c'était un membre supérieur, donc commence à promener le membre supérieur, à tirer sur les tendons. Et c'est vrai que c'était un peu surprenant de prime abord. Moi j'ai vu une copine, elle se cachait derrière moi. Je me suis dit non, c'est bon, c'est bon. Et c'est vrai qu'après, la première fois que j'ai vraiment vu des ossements humains, c'est pas du tout la même approche. Même si quand on les étudie, on peut se poser la question effectivement de se dire oui, c'était quand même une personne. Il n'y a pas forcément non plus cette distance à ce point-là. Mais oui, c'est plus un objet archéologique, effectivement. Après, en médecine légale, quand on retombe sur un individu qui a disparu, où on a un dossier médical avec un dossier dentaire et qu'on nous amène des os, là, tout d'un coup, il reprend son humanité qu'on avait perdu l'habitude de prendre dans un contexte plus historique, où on a du mal à retrouver, je trouve. Parce que c'est l'identité qui est derrière, finalement, en question. En médecine légale, on attend de vous une détermination précise. En tout cas, vous avez des données sur l'identité du mort
que nous, on n'aura pas forcément sur une population. Disons que l'individu va disparaître au profit du collectif, d'une certaine façon. Ça. Donc, et c'est vrai qu'on ne traite pas de la même manière les éléments archéologiques si on est sur des périodes plus anciennes ou sur des périodes plus récentes, dans des caveaux familiaux, où on peut avoir effectivement l'arbre généalogique et pouvoir réidentifier. C'est vrai que c'est pas du tout la même perception. C'est vrai qu'en vous entendant parler, moi je tiquais un peu sur le côté la distance temporelle. Je pensais important. Depuis quand l'individu est mort? Et en fait, parce que les charniers récents, contemporains, je pense, posent des problèmes un peu différents. Et parler d'objets, c'est un mot fort quand même, Tout à fait. Pour le squelette. Dans cette région du Nord, on a les soldats de la guerre de 14-18. Qu'on peut être amené à croiser, et puis un petit peu au-dessus, dans l'Oise, la Somme. Et à chaque fois, cette problématique, parce que là, il y a une mémoire importante, qui est une mémoire collective, et l'individu a besoin d'être identifié et reprend sa place au sein de la société par un nom sur le monument aux morts ou par un nouvel ensevelissement, une nouvelle cérémonie. Oui, depuis la loi El Cap, les restes humains sont des restes anthropobiologiques. Ils n'ont pas le statut d'objet au regard de la loi. Alors après, toute une série d'ordonnances qui sont prévues, qui étaient prévues et qui n'ont pas été promulguées, qui montrent qu'il y a quand même un certain flou et on n'a pas tranché sur ces questions-là. Maintenant, quand on regarde un petit peu, on sent bien que il n'y a pas de normes adoptées à l'heure actuelle. Quand on regarde dans les différentes institutions, au musée de l'homme, l'objet, le reste anthropologique est patrimonialisé. Alors là, c'est un sanctuaire, il faut montrer patte blanche pour avoir accès à un ossement. Nous, c'est vrai que dans le dépôt du service départemental, on a fait le choix de mettre les collections à part aussi. Donc ça montre bien qu'on leur attribue un statut qui n'est pas celui de reste comme les autres. Et d'ailleurs, on a des populations étrangères qui étaient venues il y a quelques années, alors je ne me souviens plus de la nationalité, donc ça, mais qui avaient été agréablement surprises de constater que dans la manière de traiter ces vestiges-là, on avait un certain respect ensuite dans le dépôt. Donc ça m'a conforté un peu dans la conviction que voilà, ça reste des vestiges humains, des personnes. Tout à l'heure, on parlait de la distance chronologique. Moi, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est quand on est sur des périodes récentes et qu'on a des restes de fanères, de chair, des ongles, des cheveux. Et je me suis retrouvée à fouiller un caveau familial du XVIIe siècle où le dernier squelette avait encore ses cheveux, et j'avoue que ça m'a pas trop plu. Voilà. Ça fait des choses sur lesquelles on n'est pas vraiment habitué en tant qu'archéologue. Donc là, pour le coup, en tant que médecin légiste, c'est différent. Vous avez le corps complet. On a le corps complet, mais quand on a des corps squelettisés, et les cas qu'on a, c'est les décès en forêt, les décès en zone un petit peu isolée, qui peuvent mettre plusieurs mois, fréquemment des suicides d'ailleurs. On n'a plus la reconnaissance et la capacité de pouvoir identifier. Et là, on passe à des techniques, et l'une des techniques est l'ADN. Et d'avoir des fanères, d'avoir encore de la peau, c'est un soulagement. Parce que quand on a pu ça et qu'on doit utiliser les techniques de l'anthropologie, on n'a pas un niveau de fiabilité permettant de pouvoir identifier l'individu. Donc, à la différence de ce que tu décris, moi je vais être rassuré d'avoir ce genre d'éléments. Oui, puis après, t'as peut-être presque t'as un regard qui est presque peut-être biaisé, toi, à l'inverse, c'est-à-dire que t'en as tellement vu que c'est pas forcément ça, toi, qui va provoquer une attitude de réserve, parce que moi je serais un peu sur la même longueur d'onde, tu vois. Enfin, une de mes rares expériences, elle est pas sur le terrain, elle était quand j'étais en études au muséum, et il y avait des collections de références partout autour. Il se trouve qu'à un moment donné, j'ouvre un tiroir et je tombe sur une momie. Voilà, la réaction c'est vraiment ça, enfin voilà, il y a la peau, il y a les chairs, etc. Des choses auxquelles tu es habitué, nous, en tant qu'archéo, beaucoup moins, quoi. Et c'est vrai que alors on a des contextes similaires dans des milieux arides, dans des milieux humides, et ça, ouais, moi, là on sent la personne vraiment beaucoup plus proche de nous que quand elle est squelettisée, quoi.
Et alors du coup, chez toi, qu'est-ce qui... Moi, il y a c'est la merde, cette c'est quand étape... c'est squelettisé. Non, moi, c'est l'étape qu'il y a entre l'individu qui est encore en chair et l'individu squelettisé, ce qu'on appelle le putréfié. Et donc, cette phase de transformation entre les deux est une phase qui est repoussante. Mais ça, du coup, c'est super intéressant parce que nous, c'est quelque chose qu'on n'intègre pas forcément. Et or, du point de vue d'une pratique funéraire, moi qui travaille sur le néolithique, quand tu es sur des caveaux monumentaux avec des milliers de corps, dont certains en cours de décomposition, l'odeur est une composante qu'on ne mesure pas forcément à sa juste valeur. Se dire que quand tu passes à côté d'un caveau néo, ça doit sentir, à moins que ce soit hyper bien hermétisé, mais j'y crois pas. L'attitude du grand public vis-à-vis de la fouille d'une tombe ou d'un ensemble funéraire, elle est jamais... Enfin, ça n'existe pas une personne qui ne va pas réagir devant la fouille d'un ensemble funéraire. Alors la réaction elle est positive ou négative, ça c'est possible, mais elle suscite un intérêt. Et c'est vrai que après ce qui est... j'ai quand même pas le souvenir d'avoir une réaction très forte du genre « Ah, vous êtes en train de me profaner une tombe » parce qu'il y a tout un attirail méthodologique derrière et les gens voient quand même que dans la manière de faire, il y a un certain nombre de précautions qui sont prises. Si on prend l'exemple extrême, quand on fait des prélèvements ADN, on est en combi de la tête aux pieds, donc c'est vrai que du coup ça montre quand même qu'on a un respect vis-à-vis du défunt et que les choses sont faites dans les règles de l'art. On les sortirait dans des sacs poubelles, je suis pas sûr que le regard serait le même. Après, à côté de ça, il y a pas mal de gens qui comprennent pas, malgré tout, pourquoi on le fait, en fait. Et je sais que j'ai déjà eu des questions sur, mais oui, mais pourquoi vous les délogez, en gros, ils sont bien ici. Et là, le but, c'est aussi de leur expliquer que dans le cadre, par exemple, des interventions d'archéologie préventive, c'est nous, avec le soin qu'on peut y mettre, le respect, où une pelle mécanique va venir tout arracher et tout enlever, en fait. Après, une fois qu'ils ont pris cette conscience-là, c'est différent, mais souvent c'est mais pourquoi on va les déplacer? Ils n'ont rien demandé en fait. Et là, il faut quand même parfois expliquer, même s'ils voient effectivement que la méthodologie elle est en place, c'est plus la raison de l'action en fait. Effectivement, on n'a pas cette approche que vous avez de pourquoi, de justification de votre activité. Nous, elle est organisée et prévue par la société. Déjà, est-ce que toi, tu as des expériences en médecine légale de réenfouissement de restes humains? Vous êtes amené à les réenfouir? Ah oui, Ils sont restitués. en médecine légale, c'est le procureur ou le juge qui va déterminer ce qu'on peut faire des restes après une enquête. Et globalement, il interdit la destruction par le feu de manière à pouvoir réintervenir si ultérieurement des questions se posaient et pouvoir refaire une exhumation. Et des exhumations judiciaires, il y en a régulièrement. C'est vrai que là, du coup, il y a un cadre réglementaire quelque part qui fait que... Enfin, qu'on n'a pas du tout, nous, ou pas vraiment. On l'attend toujours un petit peu finalement, ce cadre concernant les restes anthropobiologiques. Et du coup, c'est quand même pas mal laissé à l'appréciation, sous couvert des services de l'État, mais à l'appréciation des usagers, presque dans un certain nombre de cas, puisque si une mairie te demande demain, après la fouille d'une nécropole, de réenfouir, tu réenfouis. Enfin, nous, on a un exemple dans le Val d'Oise où la mairie d'Hérouville nous avait demandé, suite à une opération qui avait été effectuée dans les années 90, de réenfouir les ossements humains. Et là, gros cas de conscience, parce que la question qui se pose tout de suite, c'est est-ce qu'il y a l'archéologue, directement, en tant que scientifique, se dit hors de question de réenfouir. Tout vestige du patrimoine a un intérêt archéologique, et donc sur quelle base on trie, on échantillonne. Enfin, c'est finalement des choses qui reviennent très souvent, tout type de matériaux confondus. Et en plus, là, on parle de personnes humaines. Donc il y a deux problématiques. Il y a la problématique du statut, et puis... Mais au final, le choix qui avait été fait à ce moment-là, comme la demande venait d'une commune qui avait la volonté d'entretenir une sorte de mémoire collective, a été d'accepter cette démarche-là.
Par contre, on a demandé à l'équipe qui avait fait l'étude s'ils jugeaient qu'il y avait encore des choses à faire sur la collection. Donc ils ont dit oui pour une partie de la collection. La collection a été du coup divisée en deux. Et la partie qui présentait entre guillemets plus d'intérêt scientifique, même encore maintenant j'ai encore du mal à le dire, a été réinhumée dans la crypte, avec une cérémonie effectuée par le représentant religieux qui était là. Donc voilà, et c'est vrai que bon, avec le recul, moi je sais pas trop quoi en penser. D'abord, je pense que vraiment pour pouvoir faire le tri là-dedans, il faut très bien maîtriser ses collections, savoir ce qu'on a dedans, et peut-être une des pistes serait d'attribuer un impact, comme certains collègues ont proposé. Cette collection, c'est une collection de rang A, de première importance, celle-là de rang B, celle-là de rang C, et puis voilà, c'est un moyen de trier. Là, dans l'air du temps, il y a des choses qui commencent à sortir qui ne sont pas inintéressantes. Le problème, c'est aussi l'absence de statut réel, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du mobilier archéologique. Moi, j'ai des musées qui m'ont dit on ne prend pas les ossements humains parce que ça ne fait pas partie des collections. En même temps, il n'y a pas de statut particulier, on ne sait pas qui doit les prendre en charge, doit s'en occuper. Je pense qu'on peut imaginer que dans 100 ans, on aura une technologie supérieure qui nous permettra de faire des analyses qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. C'est pourquoi, effectivement, c'est intéressant de pouvoir garder certaines collections. En revanche, on a des collections très ponctuelles où on sait très bien que de toute manière, il n'y a pas un intérêt effectivement scientifique majeur. Et en fait, moi, je suis pas pour, je suis pas contre, mais je suis pas obtus dans le sens où des fois, on a souvent des gens qui viennent. Alors, j'ai la chance de fouiller dans une abbaye, une salle capitulaire où on sait qu'on a un lieu privilégié d'inhumation, des gens qui ont payé pour être enterrés là, et effectivement, on les extrait. Voilà, en plus, c'est pas de la fouille préventive, donc la personne ne va venir détruire. Donc on les extrait pour les étudier. Et là, se pose aussi un cas de conscience de dire, mais ces gens, ils ont demandé à être enterrés là, ils ont payé cher. Pour eux, c'était vraiment important. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un intérêt à un moment donné de les remettre à leur place? C'est un peu compliqué, effectivement. Après, tant qu'il n'y a pas effectivement une volonté, c'est parce que c'est quand même assez lourd d'organisation, c'est ce que tu disais. Donc il n'y a pas une volonté collective et aussi une réalité scientifique, il vaut mieux les conserver. J'ai eu à intervenir dans un cimetière en tant que médecin légiste parce qu'ils avaient découvert des ossements. Cimetière actuel. Un cimetière moderne. Donc, ça a fait rire tous mes collègues de me voir partir au cimetière voir des ossements. En fait, c'était des ossements qui n'étaient pas au bon endroit, pas là où on s'attendait à les voir. Et je me suis retrouvé dans l'ossuaire de ce cimetière, puisqu'aujourd'hui les concessions ne sont plus perpétuelles. Et donc se trouve le problème de ces concessions à 10 ans, à 15 ans, un petit peu plus des fois. Et quand ça s'arrête, on se retrouve avec des os humains dans un ossuaire. Et cet ossuaire, il y avait des os depuis les années 70. Et ils ne savaient pas quoi en faire. Et ils commençaient à être trop pleins. Donc il y a aussi sur ces os humains récents, par la gestion qu'on a actuellement, des problématiques qui vont se soulever dans 20 ou 30 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de ces cimetières dont les concessions ont repris fin et qu'on se retrouvera avec une chose de sûre, c'est que l'homme ne va pas arrêter de mourir. Je pense qu'on a toujours aussi l'ambition que certaines études reprennent, soient approfondies, soient développées. Après, malheureusement, ça ne sera pas forcément le cas. Ça, c'est aussi un problème de l'avancée de la recherche. C'est presque cet ossuaire du cimetière moderne où on a des sexes, des âges de décès, des dates de décès, sont presque plus un champ scientifique qu'une collection qui aurait été stockée dans les années 60. Ouais. Après, si on fait un tout petit peu si on regarde un peu les choses rétrospectivement et qu'on regarde la manière dont on faisait de l'archéoanthropo, ne serait-ce que dans les années 90 et aujourd'hui, avec tous les apports des disciplines type génétique, etc., si on avait fait le choix d'une politique nationale de masse de réenfouir les ossements, la quantité de séries qu'on ne pourrait pas étudier aujourd'hui et qui font avancer la recherche fondamentale sur les migrations, population, etc., la démographie, la pathologie, n'en parlons pas, c'est vrai que du coup, il faut faire attention à ça, quoi. Après, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fond, mais pas mal de le rappeler quand même régulièrement.
Après, moi, ce que j'aime dans notre profession, c'est aussi l'impression de les faire revivre une seconde fois, en fait, en les étudiant, en leur faisant dire des choses, en fait, que personne ne sait. Et c'est ça, c'est l'impression. En fait, c'est un peu ce que j'ai envie d'expliquer aux gens qui se demandent pourquoi on fait ça. C'est dire, voilà, on les fait revivre une deuxième fois, au lieu de les faire mourir à l'appel mécanique. Ça, effectivement, c'est quelque part une belle façon de transcender la mort. Ça, je suis assez d'accord. Et ouais, c'est... Finalement, c'est le meilleur moyen de leur rendre hommage. C'est assez amusant parce que quand mes nièces étaient petites, elles me disaient, moi plus tard je ferai comme toi et je te déterrerai, je t'étudierai. J'aimerais bien qu'on m'étudie en fait. Je trouve ça plutôt sympa. Non mais au sens anthropologique du terme, bien sûr. La paléopathologie permet ça. Retrouver une lésion osseuse, une fracture, une infection, tout d'un coup une carie. On remet ça dans un contexte humain et on voit la souffrance, on voit le type d'accident qu'aurait pu avoir cet individu et on lui redonne vie à travers son stigmate osseux. Et justement, quand on a des individus où on peut savoir que la pathologie était invalidante, de même on replace son statut au sein de la société et par exemple dans effectivement la salle capitulaire où on est un lieu privilégié d'inhumation, on a un individu qui a vécu un certain nombre d'années avec une pathologie handicapante et on sait qu'effectivement il y a eu un soin pour cet individu de la part de la société qui a aussi demandé à ce qu'elle soit enterrée dans un endroit particulier. Et voilà, ça nous apprend plein de choses d'un point de vue social. Tu parlais du GAF tout à l'heure. Le GAF de cette année ont présenté un individu avec un handicap à la jambe et 2 petits morceaux de métal trouvés à côté de lui. Et ces morceaux étaient les bouts d'une canne qu'il utilisait pour pouvoir se déplacer. Et c'est la reconstitution à la fois du travail de l'archéologue des objets, mais aussi de l'anthropologue et du paléopathologiste, qui permet de redonner vie. Oui, c'est ça, parce que ça donne aussi du coup une image sociale de ce qu'était la personne de son vivant et de comment elle était potentiellement regardée par la communauté des vivants. Ouais. Donc là, on est dans l'ethnologie des pratiques funéraires. Tout à fait. Un peu, ouais. Ça nous apprend sur la pratique, le traitement des morts, mais aussi sur le traitement des vivants, finalement. Et je pense que là, juste par rapport aux questions évoquées tout à l'heure, la justification de ce qu'on fait prend tout son sens.